ce soir qui Bonsoir. porte comme sujet le fait de scaler la vision produit et l'organisation produit dans une grande startup comme Doctolib. Donc, on est avec Frédéric Tan, qui est Senior Product Manager chez Doctolib et qui va pouvoir nous permettre d'explorer un peu ce sujet. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi, c'est Yazid Zoufi. Donc, je suis actuellement élève maestro au sein du bootcamp Special Product. Pour vous faire rapidement mon parcours, j'ai diplômé de l'ESSEC en 2016 avant de commencer ma carrière en finance chez PwC. J'ai ensuite fait un petit crochet par le financement du cinéma, ce qu'ils font un peu, avant de tomber dans le product et d'avoir cliqué avec ça au sein de Chanel en tant que product owner. Et maintenant, je suis au sein de la formation Maestro pour approfondir mes connaissances et puis pour aller un peu plus loin. Frédéric, je te laisse faire la même chose pour toi-même. Merci d'avoir fait mon CV sur Slide. Donc moi, c'est Frédéric. Je suis diplômé d'une école de commerce, l'ESCP. J'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie digitale pendant 3 ans avant de rejoindre mon premier poste en produit qui était chez La Belle Assiette où j'ai commencé en tant que premier PM et je suis passé ensuite VP Product. À la suite de quoi, avec quelques membres de La Belle Assiette, on a cofondé une entreprise qui s'appelle GoGetter, qui est une marketplace permettant aux secrétaires, notamment, de réserver de la nourriture en entreprise, nous permettant de se faire livrer des plateaux repas, des pièces cocktails. Et on a été du coup racheté par l'entreprise EasyCater, qui était le leader mondial basé à Boston sur ce secteur-là. Suite au cas, pour moi, c'était un peu une fin de cycle et donc j'ai rejoint Doctolib en tant que Senior Product Manager en 2019. Ok, donc du coup, tu es passé quelque part de la food à la santé, qui n'est pas super éloigné, quoi. T'as pas complètement Exactement, on nourrit des choses un peu différemment, on les soigne différemment. Bienvenue Frédéric, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Bienvenue tout le monde et désolé pour mon petit retard. Et merci à toi Yazid d'animer ça. On va pas avoir grand chose à faire pendant ce webinaire parce qu'on va te laisser la main. Fred, on va te laisser nous présenter ton programme et ton talk. Je pense que ça va être hyper intéressant et si je prends la parole, c'est surtout pour vous dire à toutes et à tous de ne surtout pas hésiter à intervenir et à poser vos questions sur le chat. Avec Yazid, on les relaiera à Fred. Yes, exactement. Donc Fred, tu peux reprendre la main pour projeter, puis présenter. Puis nous, dès qu'il y a des questions, on va essayer un peu de les rationaliser, puis de remonter ce qu'on lira. Voilà. Ok, ça roule. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Ça marche. Ok, donc du coup, de quoi on va parler? On va parler de la manière dont chez Doctolib, on a scalé l'organisation produit. Tous les tips, les tricks qu'on a pu mettre en place pour s'assurer que la croissance ne vienne pas gréver l'agilité de l'organisation. Je me suis déjà présenté en 2 mots. Je suis Senior Product Manager et j'ai rejoint Doctolib il y a maintenant 2 ans. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 2 ans, je suis arrivé, j'étais le 6e Product Manager. Et aujourd'hui, je crois qu'on est pas loin d'être une quarantaine de PM chez Doctolib. Donc, j'ai pu voir comment est-ce que l'organisation a pu changer sur les 2 dernières années. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de dire qu'en fait, on a scalé l'organisation il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 ans, à 6, finalement, on gérait ça de manière relativement organique. Et c'est que très récemment qu'on a dû mettre toute une organisation en place, des process, des règles, des guides pour que du coup, tout le monde puisse bien trouver sa place dans l'organisation produit. En 2 mots, je voulais vous présenter aussi Doctolib. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une slide, c'est assez marrant qu'on montre à toutes les personnes qui rejoignent Doctolib. C'est peut-être la première slide qu'ils voient en arrivant. Là, on présente en fait les 2 missions
qui sont les mêmes depuis le début, depuis que Stan, le CEO de Doctolib, a créé l'entreprise. La première, vous la connaissez à peu près. L'idée, c'est de dire on va créer des services simples à destination et des patients et des professionnels de soins pour faciliter l'accès aux soins, améliorer la prise en charge des patients. Comment ça se matérialise par un site doctolib.fr sur lequel vous pouvez prendre des rendez-vous avec des professionnels de soins, un service de téléconsultation, mais aussi toute une partie qui finalement, d'un point de vue produit, représente peut-être la majorité du travail qu'on met en place, plutôt à destination des professionnels de soins, qui leur permet d'avoir un agenda, par exemple, qui leur permet de mieux gérer leur temps médical. Donc ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission, c'est quelque chose qui est un peu plus tourné vers l'interne, mais l'objectif, c'est de créer une entreprise où toute personne a la possibilité de devenir entrepreneur, a la possibilité de donner les moyens de se fixer une mission et d'y arriver. Pourquoi c'est important dans ce qu'on se dit parce que créer une organisation qui laisse une grosse autonomie au product manager, c'est quelque chose qui, dès le départ, est inscrit dans l'ADN de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, c'est en ça que je voulais vous parler un peu de cette deuxième mission qui est peut-être un peu moins connue de l'extérieur. Mais du coup, est-ce que la mission 2 rejoint quelque part la mission 1 ? Dans le fait de, puisqu'on construit cette culture-là, ça permet d'improve healthcare, etc. Oui, clairement. Alors, effectivement, l'idée, c'est de dire que toute personne qui a une idée, toute personne qui est motivée par l'idée d'améliorer le système de soins peut lancer de grands projets pour améliorer effectivement la mission 1 et qu'il n'y a a priori pas de limite à ce qu'on peut faire. Complètement aligné avec toi. En quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne, Doctolib ? C'est une entreprise qui a été créée il y a 6 ans. Et en 6 ans, il y a eu donc 135 000 professionnels de soins, de santé qui ont rejoint la plateforme. Il y a aujourd'hui par mois 60 millions de visiteurs sur doctolib.fr et doctolib.de. Et quelque chose qui est un peu plus proche de ce qu'on se dit. Donc, il y a aujourd'hui 1500 personnes qui travaillent pour Doctolib en France et en Allemagne, avec aujourd'hui une équipe de 40 product managers et environ 130 software engineers. Et pour vous donner une idée, chaque mois, il y a environ 50 personnes qui rejoignent Doctolib, dont 3-4 product managers. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que ton environnement il grossit tous les mois en complexité, en legacy, en nouvelles personnes à onboarder, etc., etc. Et que tout ça sont autant de potentielles frictions qui peuvent ralentir la rapidité avec laquelle tu peux exécuter. Et donc, c'est ça qu'on essaye de combattre quand on dit qu'on veut un peu scaler l'entreprise, scaler l'organisation produit. Juste un point un peu de définition. Qu'est-ce que ça veut dire scaler une organisation produit ? Moi, je la ramène quand même pas mal à la notion d'agilité, qui est ultra clé pour tous les gens qui travaillent en product management. L'objectif, quand on scale une organisation produit, c'est de se dire on va travailler à 1500 comme on va travailler à 50. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire on va essayer d'avoir la même agilité qu'à 1500, que lorsqu'on est 50, on va essayer d'exécuter avec la même vitesse, avec la même précision, avec la même efficacité. Et pour ça, je différencierais un peu deux types d'agilité. Évidemment, quand on est une startup, on est 50. L'agilité, elle est un peu par définition. On n'a pas de legacy dans les fonctionnalités qu'on vient de shipper. On peut se permettre d'itérer assez facilement et de sortir des versions ultra minimales en prod parce que on est entre guillemets under the radar, c'est-à-dire qu'on n'a pas de masse critique de clients qu'on viendrait importuner avec des tests, des fonctionnalités qui sont MVP, etc. Finalement, l'enjeu ici, c'est d'aller très, très, très vite, parfois au détriment de la qualité de ce qu'on fait, parce qu'on sait que c'est ce qui va nous permettre d'apprendre. En revanche, quand on est 1500 avec un statut un peu plus
un peu plus fort, où pour le coup, on a un service qui est utilisé au quotidien par des millions de personnes, on ne peut pas se permettre d'avoir ce même niveau-là d'agilité, en tout cas d'avoir ce même niveau-là de rapidité dans l'exécution. Et pour garder quand même l'agilité, on est obligé de créer des process, de créer des guides, de créer des règles qui nous permettent quand même toujours d'avoir cette agilité qui nous permet d'apprendre au quotidien, même si on est 1500 et plus 50. Donc, c'est un peu ça dont je vais vous parler. Ouais, tu disais que tu onboardais 3-4 PM par batch, je sais plus, par semaine, c'est ça? Ou par mois? Par mois. Par mois, ouais. Je me dis aussi par semaine, c'est un peu beaucoup. Est-ce que vous faites la différence? On a une question de Victor. Est-ce que vous faites la différence entre PO et PM chez vous? Non, on ne fait pas de différence entre PO et PM. Toute personne qui travaille au produit est PO et PM. Donc, on est à la fois, alors après les définitions varient, mais on est à la fois sur la partie un peu stratégique, où on va poser une roadmap, poser une vision produit, poser une stratégie produit, et à la fois dans le fait de délivrer très concrètement les tickets qui sont constituantes de cette stratégie. La seule chose qui varie, c'est que en fonction des différents grades, le ratio de temps passé en delivery ou en stratégie n'est pas le même. Donc, plus on est junior, plus on va effectivement passer du temps sur la delivery, et plus on est senior, moins on va passer de temps dessus, et on va plus se concentrer sur la vision produit et la stratégie produit. Ok. J'aurais aussi une deuxième question avant que tu reprennes. On a vu du coup que vous êtes en France et en Allemagne. Ma question. Donc, j'imagine qu'il y a des PM de ce côté-là et de PM de l'autre. Ouais. Donc, comment vous organisez ça exactement? Les marchés n'étant pas les mêmes, etc. Ouais, c'est une super question. Il n'y a pas de. Alors, je parlerai un petit peu de l'organisation juste après, mais il n'y a pas de division par produit, par pays, pardon. On n'a pas, des PM qui sont à destination du marché français et des PM qui sont à destination du marché allemand. On a réparti un peu les équipes en fonction des stratégiques inhérentes à chacun des produits. La maturité étant différente en France, en Allemagne, la value prop étant différente en France et en Allemagne, on a mis dans chacun des pays les équipes produits correspondant le plus aux orientations stratégiques de l'Allemagne et de la France. C'est comme ça qu'on a grosso modo réparti l'organisation d'un pays à un autre. Ok, c'est très clair, merci. Oui, donc du coup, ce que je disais, c'est que on a mis en place des ressources, on a mis en place des process et une organisation qui nous permettent de garder cette agilité, même après avoir très fortement scalé. Donc, c'est un peu tout l'objet de notre présentation aujourd'hui. Il y a un peu deux écueils dans lesquels on a essayé de ne pas tomber. Le premier écueil, c'est quoi? C'est de croire que l'agilité at scale, c'est dire, en fait, on prend des gens qui sont ultra forts, ultra intelligents, et on va leur laisser faire ce qu'ils veulent. Ça marche pas, parce que sans alignement, il y a quand même de fortes chances que chaque feature détruise de la valeur pour le voisin. C'est ce qu'on appelle un peu le chaos. Et à l'inverse, il y a un peu l'écueil consistant à mettre trop de règles, trop de process, qui, in fine, grèvent un peu la rapidité avec laquelle on est capable d'exécuter. Et donc scaler une organisation, scaler l'agilité, c'est un peu trouver cette ligne de crête entre ces deux écueils. Et clairement, c'est un process qui est itératif. L'idée, c'est pas de dire on l'a trouvé et on la suit. C'est de se dire on va quand même être super vigilant quand on voit qu'on tombe dans un des deux écueils. On essaye de rattraper le tir en modifiant les process qu'on met en place pour s'assurer qu'on n'est ni dans le pas assez, ni dans le trop. Et donc, du coup, ça, c'est un peu l'introduction. J'entrerai un peu dans le détail de deux éléments, du coup. À la fois l'organisation, comment est-ce qu'on a mis en place une organisation pour mettre en scaler, et ensuite, quels sont les process qu'on a pu mettre en place. Je vais vous donner une photographie de comment ça se passe actuellement chez Doctolib, sur le plus de trucs vraiment très, très précis qu'on a pu mettre en place. Évidemment, ça ne s'est pas construit en un jour, et ça a été vraiment, comme je disais avant, un process itératif. Ça s'est fait un peu brique par brique. Donc déjà, pour commencer sur l'organisation, il y a quand même un élément qui est
qui est fondateur dans tout ça, c'est la manière dont les équipes produits sont organisées. Fred, avant de rentrer dans le Ouais. détail, j'avais une petite question sur une. Est-ce que vous. Donc, tu parlais de scaler l'agilité. Est-ce que vous avez mis des métriques derrière ça, que ce soit au niveau des squads ou au niveau de l'orga global? Est-ce qu'il y a des métriques qui montrent à quel point vous réussissez à scaler cette agilité? C'est une bonne question. À ma connaissance, après, je suis pas, honnêtement, je connais pas nécessairement l'intégralité de ce qui se fait au niveau de l'entreprise. À ma connaissance, je ne crois pas. En revanche, on a des proxymetrics, peut-être, je dirais ça, où on vient systématiquement quantifier la satisfaction des employés. Il y a des outils qui s'appellent, un outil qui s'appelle Office Vibe, par exemple, ou même des surveys un peu ad hoc qu'on vient envoyer assez régulièrement. Et donc, via ça, on va essayer de voir si l'environnement dans lequel les gens évoluent leur correspond comment dire, au niveau d'autonomie et d'entrepreneuriat, si je puis dire, auquel ils pouvaient s'attendre. Ça, c'est peut-être une partie de la réponse. Et l'autre partie de la réponse, qui est peut-être aussi une métrique de l'agilité et de l'autonomie, c'est très concrètement, est-ce que les business metrics évoluent dans le bon sens? Pour moi, agilité et efficacité sont des choses qui sont vraiment très, très liées. Et si on n'est pas capable de fournir le bon cadre, alors ça se ressent dans les performances au quotidien d'une équipe. Et par exemple, la vélocité, c'est pas quelque chose qui est dans votre ADN? Si. Bien, clairement, j'en parlerai un petit peu après, mais chaque équipe a des objectifs qui sont quantifiés et timés. Et du coup, c'est ce qu'on va attendre d'un product manager qui délivre suffisamment et on time, j'ai envie de dire. Deuxième question, et je m'arrêterai là, mais peut-être que je m'avance un peu, c'est est-ce que vous avez des product ops en interne pour vous aider à justement scaler l'orga des équipes produits? Ouais, c'est une équipe qui a été créée il y a pas si longtemps que ça. Il y a 1 an environ, et très récemment, on a très largement accéléré sur ces choses-là. Mais oui, on a une équipe product ops qui nous aide à fluidifier toute l'organisation produit. Merci Fred. Et donc, ouais, donc on a une organisation qui est quand même un des socles de l'agilité et de notre manière de scaler l'organisation produit. De manière assez froide, comment est-ce qu'elle est organisée? On est déjà premier niveau de structuration, c'est ce qu'on appelle les domaines. Donc on a 5 domaines actuellement qui sont autant de verticales produits représentant en fait une partie du produit et quasiment des parties différentes du code finalement. Un exemple, c'est qu'on a un domaine qui s'appelle Patient et Virtual Care, dont l'objectif est de travailler à l'amélioration du site patient, donc tout ce qui est réservation en ligne de professionnels de soins et aussi toute la partie téléconsultation. Donc ça, c'est le premier niveau de structuration. Ensuite, chaque domaine est sous-divisé en feature team, qui est constitué assez classiquement d'un PM, de 4-5 devs, de designers, user researcher, product data analyst. Donc ça, c'est pour la description un peu froide de l'organisation. Ce qui est intéressant, c'est un peu la dynamique qui est mise autour de ça. Et pour s'assurer que du coup, on a bien un alignement qui est parfait de manière verticale entre d'un côté les initiatives stratégiques de l'entreprise jusqu'au feature team et quasiment aux tickets qui sont faits. On a en fait au niveau le plus haut une équation de croissance Doctolib qui est mise en place par le COMEX et qui est régulièrement changée, et dont les OKR en fait cascadent jusqu'au feature team qui, elles, ont assigné dans leur ADN une mission et ce qu'on appelle une North Star KPI, qui est grosso la matérialisation d'un point de vue metrics de cette mission. Un exemple, alors cette feature team n'existe plus, mais moi en arrivant, la première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est comment est-ce qu'on réduit le no-show dans les rendez-vous médicaux. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de patients qui prennent un rendez-vous et qui ne viennent pas à leur rendez-vous. Et donc la North Star KPI, c'était le taux de no-show. Par exemple, donc j'avais cette mission et une North Star, et on me demandait du coup d'exécuter sur cette mission et d'améliorer mon KPI. Et donc cet orga-là, à la fois des domaines qui sont mutuellement exclusifs
et à la fois, du coup, en vertical, des KPI qui sont alignés du plus haut niveau au plus bas niveau, nous permet d'avoir une organisation qui est finalement avec assez peu de friction et un alignement très fort vertical comme horizontal. Donc ça, c'est vraiment un des socles fondateurs de comment est-ce qu'on a scalé l'organisation produit chez Doctolib. Du coup, je pense que tu viens d'y répondre, mais on a une question de Fabien qui demande, est-ce que vous avez des équipes core qui servent plusieurs différents domaines en même temps? Donc, je pense que là, tu viens de dire que ce n'est pas complètement le cas, en fait. Non, on n'a pas de mission, on n'a pas d'équipe core qui sert plusieurs domaines en même temps. On avait en revanche un domaine core qui servait différents stakeholders en même temps, qu'on a appelé Data and Business Scale, qui avait pour enjeu de servir les stakeholders internes. Donc, ça pouvait être l'équipe lead gen, ça pouvait être l'équipe CRM, ça pouvait être l'équipe Sales Strat. Et donc, cette équipe-là avait pour but de servir divers stakeholders internes. Mais non, toutes les feature teams ne sont associées qu'à un et un seul domaine. OK. Il y a aussi une deuxième question qui vient d'arriver, c'est le fait de dire, est-ce que les feature teams changent régulièrement? Donc, est-ce que les devs switchent d'équipe? Est-ce que les PM aussi, etc. Et si oui, à quelle fréquence? Ouais, c'est une super question. Régulièrement, oui. Et ça, c'est lié un peu à deux choses. Un, c'est l'environnement dans lequel on évolue qui est ultra changeant et qu'on veut garder justement agile et on veut se donner cette possibilité de pouvoir. J'en ai trop dit et l'équipe IT m'a coupé le micro. Mais je vais repartager mon écran et je vais reprendre le fil de ma presse. Ouh là là, tu viens de me faire un sauvetage alerte à Malibu. Ouais, merci Mehdi d'avoir géré géré le fait de meubler derrière. Pas dû être simple. Ok, donc j'en étais à là et je disais quoi? À quelle fréquence est-ce qu'on change de feature team? Moi, ça m'est arrivé en 2 ans, ça m'est arrivé 3 fois. Enfin, j'ai 3 feature teams différents, donc ça m'est arrivé. J'ai changé 2 fois de feature team. Ok, donc c'est quand même assez régulier, quoi. Ça arrive. Ouais, c'est assez. Je n'ai pas forcément de benchmark, mais je dirais que oui, c'est assez régulier. Et évidemment, ça change en fonction des profils et on peut avoir plus ou moins de cas. Moi, j'ai une autre question par rapport aussi à tout ça, c'est la définition des KPI, etc. Elle se fait de manière, on va dire, bottom-up ou top-down. Est-ce que c'est les PM qui vont se mettre d'accord ou est-ce que c'est... Enfin, je sais que la North Star, elle, est définie de manière un peu plus globale, mais pour tout le reste. C'est plutôt top-down quand même. Les missions en général, c'est plutôt niveau COMEX que ça se met en place. Et ensuite, en revanche, le PM a toute autonomie sur ce qui se passe à l'intérieur de cette mission qui finalement est posée de manière assez large pour que le terrain de jeu soit intéressant. Ok, c'est clair. Et c'est justement mon point d'après, si vous n'avez pas de questions. L'autre élément dont je voulais vous parler, c'est la gouvernance qui est inhérente à chacune des feature teams, comment ça se passe à l'intérieur des feature teams. Quand on arrive en tant que PM sur une feature team, grosso modo, le seul truc qu'on nous donne un peu, c'est une mission. Ça peut être comment est-ce qu'on améliore l'online booking, comment est-ce qu'on fait en sorte de scaler l'équipe de vente, comment est-ce qu'on améliore le no-show, comment est-ce qu'on améliore la satisfaction à l'ouverture de son outil, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont finalement assez larges. Et finalement, le PM, lui, derrière, il fait tout le reste. Donc, il doit mettre en place justement un KPI qui lui permette de suivre le succès ou pas, de suivre le niveau d'exécution sur la mission qui lui est donnée. Et il doit définir aussi ce qu'on appelle une équation, qui est en gros, une équation, c'est matrix A plus matrix B plus matrix C me donne grosso modo les différents leviers d'action qui font évoluer mon North Star KPI. On a l'habitude de dire qu'une North Star KPI, c'est quelque chose qui vient matérialiser le succès, mais qui n'est pas super actionnable. Donc, l'équation permet justement de redescendre à un niveau 2, à un niveau 3, de choses qui très concrètement peuvent être des leviers d'action pour le KPI, qui peuvent donner des signaux sur ce sur quoi le PM va travailler dans la poursuite de l'amélioration de cette North Star KPI. Et il va construire ce qu'on appelle un strategic plan. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 mois. Le PM, il va travailler en chambre, entre guillemets, avec un product data analyst, avec un user researcher,
pour comprendre un peu toutes les tenants et les aboutissants de sa mission et aboutir à un plan produit sur concrètement, sur voilà ce que j'ai compris des problèmes, voilà ce que j'ai compris de mon environnement, voilà ce que j'ai compris de ce qui se passe actuellement et ce que je voudrais faire. Voilà mon plan sur les 6 à 8 prochains mois qui vont permettre de passer de X à Y, donc sur 6 mois, sur le KPI que j'ai pu définir comme étant une North Star. Et ce plan-là, il est présenté au CEO, au CTO, au CPO pour avoir le buy-in un peu du niveau COMEX. Est-ce que vous êtes OK pour investir sur la base de ce plan-là dans une feature team qui va coûter X 1000 euros et qui va délivrer là-dessus? Évidemment, après, on itère sur la base de ce strategic plan. Et donc, à partir du moment où on a une validation de la part du COMEX en tant que PM, on met en place une roadmap qui est un niveau plus détaillé de ce qu'on a pu décrire au niveau du plan stratégique, qui sont très concrètement des features, des specs. Et on revoit le COMEX tous les mois, tous les 2 mois, dans ce qu'on appelle une strategic review, pardon, dans lequel, de manière assez cadrée, on va dire voilà le KPI au mois d'avant, voilà le KPI où il en est aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait et voilà ce qu'on va faire. Est-ce que vous êtes OK avec, est-ce que vous êtes toujours OK avec, est-ce que vous êtes satisfait de la progression du KPI et est-ce que vous êtes toujours OK avec le plan qui me permet d'aller chercher X% supplémentaires sur le mois suivant? Si c'est le cas, tout va bien, on se revoit le mois suivant. Si ce n'est pas le cas, si on était un peu déçu de l'évolution du KPI, si celui n'a pas évolué, etc., on revient sur la roadmap, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour drastiquement améliorer le KPI. Ça, c'est la première issue. Enfin, première issue, tout se passe bien. Deuxième issue, on change la roadmap. Troisième issue, on considère que le KPI il a assez bien évolué pour se dire la mission de cette feature team n'est plus d'actualité. On considère qu'elle est done et donc on vient reshuffler le positionnement de cette feature team-là. On considère qu'elle est plus prioritaire dans toutes les missions qu'on veut vouloir tacler à court terme. Et donc toute cette organisation-là a un peu 3 avantages qui sont qu'un PM, il est uniquement drivé par son outcome. On ne va pas lui dire il faut que tu fasses ci, comme ça, comme ça, comme ça. Alors évidemment, il y a des niveaux de validation, mais il est quand même principalement drivé par son outcome. La roadmap, elle évolue. On n'a pas du tout de posture où sur 1 an, on va devoir délivrer sur exactement ce qu'on a dit l'année précédente. Le contexte évolue tellement vite qu'on a l'habitude de dire que on est incapable de voir concrètement à plus de 3 mois et que les missions peuvent changer de telle sorte qu'on a une posture qui est extrêmement héroïste de ce que c'est qu'une feature team. On a une question de Clara. Qu'est-ce que tu mets derrière le terme equation definition? Ouais, alors en fait, alors le KPI, c'est la North Star. Et l'equation, c'est tous les leviers qui vont permettre d'aller chercher ce KPI. Je vais donner un exemple très concret. Moi, le KPI que j'avais quand je travaillais sur le no-show, quelque chose qui est assez mathématisable, c'est ce qu'on appelait le taux de rendez-vous non honoré. Donc, c'est concrètement, je prends sur 100 rendez-vous, quel est le pourcentage de rendez-vous qui ont donné lieu effectivement à le fait d'avoir une personne assise sur la chaise du patient. Et les leviers d'action, c'était quoi? C'est ce qu'on appelle concrètement et ça, c'est l'équation. Il y a le no-show sec. J'ai pris rendez-vous, je ne suis pas venu. Mais il y a aussi les rendez-vous qui ont été annulés et pas remplacés. Et donc, ça, c'était le taux de rendez-vous non honoré. C'est quoi? C'est mon taux de no-show plus mon taux de rendez-vous annulé et pas remplacé. Donc, c'est ça concrètement l'équation et qui du coup me donnait très concrètement les leviers d'action pour améliorer mon KPI North Star qui était un peu moins actionnable. Est-ce que la mission, elle est terminée? Est-ce que vous changez de mission seulement quand une mission est terminée ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte, enfin, des externalités comme par exemple quand le Covid est arrivé, ce genre de choses? Clairement, clairement. Donc ça, c'est la vision effectivement encore une fois théorique, mais dans les faits, on travaille dans un environnement qui est ultra changeant avec énormément de stakeholders externes qui peuvent avoir un impact. L'ANS, le ministère de la Santé, l'Agence régionale de soins, etc. Donc, il y a pas mal d'acteurs externes qui, par des décrets, par des changements de loi, peuvent aussi drastiquement changer l'environnement dans lequel on le change. Il y a aussi des pandémies mondiales, très concrètement, qui peuvent changer l'environnement. Et effectivement, notamment dans le cadre du Covid, on a tous été, alors le terme n'est pas bon, mais réquisitionnés pour participer à l'effort pour soutenir
les professionnels de soins qui étaient en première ligne. Et donc, on a tous accepté, ou même on a très clairement levé la main pour être, entre guillemets, donner de son temps pour aider sur cette mission-là, peu importe la mission sur laquelle on est staffé initialement. Yep. L'autre aspect organisationnel, c'est la partie un peu HR. Donc, comme je vous ai dit, il y a 3,5 PM qui rejoignent Doctolib chaque mois. Et donc, il y a un vrai enjeu à cadrer tous les processus RH pour être sûr que l'organisation ne soit pas grévée par les new joiners. Je ne dis pas ça, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà, toute personne qui arrive nécessairement doit être formée, doit s'acclimater. Et si c'est bien fait, le but, c'est que justement, cette partie de ramp-up soit la plus faible possible. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Le premier élément, c'est le recrutement, s'assurer qu'on puisse justement avoir cet objectif de recruter 3-4 PM par mois. Alors, évidemment, il y a plein de choses que d'autres boîtes font. On fait des referrals, on est actif en chasse, on est actif sur les événements, etc. Il y a quelque chose peut-être qui est plus singulier, c'est la création d'un programme d'associate product manager. On a un programme tourné vers l'interne qui permet à toute personne travaillant dans une orga qui ne soit non produit, dans un poste non produit, de lever la main et dire moi j'ai envie d'être product manager. Et donc cette personne-là passe par ensuite des processus de recrutement et passe par une formation spécifique qu'on appelle Product Camp, dont je parlerai juste après, où pendant 2 semaines, on va la former au rudiment du Product Management pour que l'objectif, c'est que 6 à 18 mois après son intégration en tant qu'associate Product Manager, cette personne puisse devenir Product Manager à son tour de manière complètement autonome, avec la grosse valeur que cette personne a probablement été avant Sales, a été au Customer Care, a été Key Account, et donc elle a cette connaissance du terrain qui fait qu'elle apporte une valeur incroyable à des profils entre guillemets plus classiques issus de l'externe. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est un peu singulier chez Doctolib. L'autre partie, c'est l'onboarding. L'objectif, c'est vraiment de fluidifier la learning curve. On a une semaine de Doctolib Academy où pendant une semaine, chaque personne qui arrive, on accepte qu'elle ne produise rien. Donc concrètement, elle est dans une salle entre guillemets de classe et il y a les directeurs, les gens du COMEX qui viennent parler de ce que c'est que Doctolib, des valeurs de Doctolib, du playbook qu'on doit suivre au quotidien et qui leur donne les clés pour être très concrètement successful dans leur carrière chez Doctolib. On a aussi, pour toute personne qui rejoint l'équipe produit, pas seulement uniquement les associates product managers, donc on a un product camp où pendant 10 jours, les gens qui nous rejoignent font un cas produit encadré par des senior product managers et qui leur permettent de suivre toute la méthodologie produit de Doctolib sur laquelle on a énormément réfléchi. Yes. Alors, je pense qu'on l'a perdu. Son écran est toujours là, mais... à mon avis, il doit avoir des soucis au niveau de son Mac, hein, pas de sa cam ni de son micro. Alors, attends. Si tu veux, je l'enlève du chat et comme ça, il se remet dedans. Ah là-bas, il est reparti maintenant. Hop. Du coup, on s'excuse pour ces petites... c'est les aléas du direct. On n'y peut rien. L'équipe technique est dessus, la régie est dessus, tout le monde est dessus. Exactement. Ouais, vraiment désolé pour ça. Ça arrive malheureusement. Oui, c'est une très bonne question, Bruno. Le webinaire est enregistré, il sera partagé. Et d'ailleurs, tiens, en exclusivité, vous allez avoir la chance de découvrir la chaîne YouTube de Join Maestro qu'on va lancer, qu'on est en train de lancer.
où vous allez pouvoir retrouver absolument Frédéric, il tous se les baille, hein. webinars. Frédéric est revenu. Hein. Ah, mais, On parlera après de la chaîne YouTube. Ouais, non mais là en fait on était entre nous, Frédéric. Ah, ok. Mais je vous laisse sinon, il n'y a pas de souci. Non, mais vas-y, reprends. Et moi, Je je vais suis navré, je ne sais pas ce qui se passe, toujours au meilleur moment. On va essayer peut-être d'accélérer. Ouais, on va accélérer. Ok. Hop. Ok. Du coup, process RH. Donc, on a un product camp qui permet de former toute personne qui rejoint Doctolib. Et on a aussi une doc interne où on a justement très fortement documenté tous les tips, tous les best practices que nous, on a pu accumuler en tant que PM chez Doctolib. Et on a aussi tout un plan de training qu'on appelait PM Growth Metrics, où on a défini très, très précisément les différents niveaux de carrière dans l'organisation produit chez Doctolib et quels sont les skills qu'on attend de chacun des PM pour arriver à l'étape d'après en termes de carrière. Et on a un programme de mentoring où chaque new joiner en tant que PM se voit attribuer un PM un peu plus senior qui l'accompagne dans toute cette, justement, l'acquisition de cette skills-là et qui a un rôle un peu différent du manager direct, qui peut être quelqu'un qui est un peu plus en diagonale, entre guillemets, en termes de hiérarchie et qui peut, ça peut être quelqu'un à qui parler de manière un peu plus casual sur les questions qu'on peut avoir en tant que PM dans l'organisation. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Alors, il y a une question à laquelle tu n'avais pas répondu et c'était la seule, c'est de savoir quelle est l'interaction entre les PM et les équipes commerciales. L'interaction, elle est assez alors, elle est variable en fonction des équipes. Évidemment, en fonction de si on travaille sur la partie patient, on n'a pas trop d'équipe commerciale. Sur la partie plus agenda pour le médecin, elle est cruciale à plein de niveaux, tant au niveau de la partie product discovery, où l'enjeu, c'est de s'abreuver le plus possible des savoirs des sales qui sont très concrètement sur le terrain. Mais aussi, il y a un fort enjeu de synchronisation sur toutes les releases de fonctionnalités pour s'assurer que derrière, la fonctionnalité soit bien communiquée en amont pour qu'elle puisse être intégrée dans les différents sales pitch et qu'elle puisse très concrètement apporter de la valeur dans la signature des contrats. Mais je reparlerai peut-être un peu après de comment ça se fait. Ok, c'était la seule question en attente. Ok, très cool. Ok, au niveau des process, quels sont les process qu'on met en place pour garder l'alignement au niveau des équipes? Je vais aller assez vite là-dessus, mais bon, voilà, on utilise plein d'outils que vous connaissez probablement. Peut-être la pierre angulaire de tous les outils qu'on utilise, c'est Asana, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, sont grosso modo des to-do list un peu imbriqués et qui permettent de s'assurer de l'alignement entre les teams, à la fois cross-feature team, mais à la fois feature team avec stakeholders externes. Donc, en tant que dans les domaines, il y a pas mal de rituels. Donc, comme je l'ai dit avant, il y a les strategic reviews qui permettent de s'aligner avec le COMEX. On a des guild meetings où, une fois par semaine, tous les product managers se retrouvent pour parler de problématiques qu'ils ont su contourner, les choses qu'ils ont pu apprendre. En tout cas, c'est un élément d'échange de savoir. On a un showtime où, une fois par trimestre, chaque domaine fait une démo de tout ce qu'ils ont pu faire sur le quarter précédent. Ce qui permet de valoriser le travail qui a été fait, mais aussi de parler un peu de la roadmap et du coup de garder des équipes alignées cross-domaine. Et on a à peu près une fois par mois un all hands où on a Tech and Product qui sont rassemblés et on a le CTO, le CPO, parfois le CEO qui communique de manière un peu top-down sur les orientations stratégiques de l'entreprise. De manière un peu plus précise sur les process produits, à chaque fois qu'on commence une feature, on a une checklist qu'on doit suivre sur Asana, qui du coup nous permettent de dire est-ce que tu as bien fait, est-ce que tu as bien respecté telle partie du process de la méthode au produit Doctolib. Ça permet notamment de prendre en main un peu les new joiners, s'assurer que leur parcours il est un peu balisé, qu'ils sachent exactement quel est le next step. Et ça aussi permet à chaque fois qu'on crée un projet, c'est en gros, je vais commencer à travailler sur cette feature team-là. Et via Asana, les to-do list étant grosso modo imbriqués, ça permet de donner un signal à l'équipe design et dire tiens,
il y a une carte qui se crée automatiquement dans tout le Kanban de l'équipe design qui va dire il faut que tu dédies du temps parce qu'il y a cette feature qui va arriver et donc ça permet aussi de gérer le niveau de staffing du design, de la user research et de toutes les équipes expertes, la product data, toutes les équipes expertes qui sont autour des équipes produits. On a un dernier élément de process qui est le template de spécification. Chaque feature a un doc de spec qui est ultra processisé, qui permet de s'assurer que toutes les features passent par les mêmes éléments de réflexion, les mêmes éléments de méthodo, et pour s'assurer que derrière, il n'y a rien qui a été oublié, toutes les hypothèses ont été bien validées et que derrière, on a quelque chose qui est de qualité, qui prenne en compte toutes les points d'attention que les PM doivent avoir au quotidien. Ensuite, on a pas mal d'outils aussi qui sont mis en place sur notre lien qu'on peut avoir avec les utilisateurs. Juste vous, en interne, juste avant, la roadmap, vous la mettez sur Asana aussi ou ailleurs? Ouais, la roadmap, c'est un bon point. La roadmap, en fait, elle est issue des project checklists. Donc, en fait, dès qu'on sait qu'on a une feature qui va arriver, qui a été officiellement priorisée, alors dans Asana, on crée un projet qui du coup se cascade dans un autre projet qui s'appelle Doctor Roadmap, qui en fait permet de visualiser un peu dans le temps toutes les roadmaps de toutes les feature teams à un point donné. Donc ça permet en fait de créer de manière un peu bottom-up cette roadmap de manière organique et de la garder toujours à jour, parce que nous, c'est dans Asana qu'on vient par exemple mettre à jour les dates des releases estimées de tous les projets sur lesquels on va travailler, ou dates de release, date de début estimée de tous les projets sur lesquels on va travailler. Et donc c'est comme ça que du coup que toutes les PM construisent de manière bottom-up la roadmap. Alors après, évidemment, il y a d'autres roadmaps plus perspectives qui sont partagées sur des docs PowerPoint très concrètement et qui sont partagées au COMEX, mais c'est pas ça qui est très concrètement scruté par les équipes Doctolib en interne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si, c'est très clair. Ok, très cool. L'autre élément, c'est que plus une équipe grossit et plus c'est difficile de rester proche du terrain. Quand on est, pour l'avoir vécu, quand on est une équipe de 20-30, on s'assoit à côté d'un sales, on va rendez-vous 16 avec quelqu'un, on s'assoit à côté de quelqu'un qui travaille aux ops et on a de l'information de première main. Plus on grossit et plus c'est dur. Et on a quand même chez Doctolib réussi à construire des outils qui permettent au product manager de rester très proche. On a par exemple un forum Doctolib Community sur lequel on a la chance d'avoir une communauté assez engagée, sur lequel eux nous remontent des éléments sur lesquels on a besoin de travailler, par exemple, où on est capable en tant que PM de poser des questions qu'on a sur le terrain. Comment est-ce qu'on construit une prescription? Comment on construit une lettre d'adressage? Et très rapidement, on a 15-20 réponses quasiment dans l'heure sur moi je fais comme ça, moi je fais comme ça. Et ça, c'est un bonheur de pouvoir très, 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 très vite valider des intuitions qu'on a en tant que product manager. On a un dashboard aussi issu du Customer Care qui nous remonte systématiquement les demandes, Customer Care et Sales, pardon, qui nous rank toutes les demandes les plus fréquemment émises de la part des médecins. Donc, on a tout un process qui permet à la fois aux médecins de d'émettre des demandes et des équipes qui sont en charge de les structurer et de nous les pré-mâcher, entre guillemets. On a la chance d'avoir aussi des docteurs qui travaillent avec nous en interne, qu'on peut très concrètement convoquer pour faire des ateliers de ce qu'on appelle de co-création, où on se dit, voilà, nous, on a une feature, prenez une feuille blanche et essayez, docteur, de la dessiner, de la dessiner avec nous. On a des sessions de Know Our Users, où c'est l'équipe plutôt HR qui organise ça, où tous les mois, on a des interviews en live de praticiens, qui sont interviewés et qui nous parlent de leur quotidien. Tout ça, c'est interviewé, et dans le Drive, on a très concrètement des saisons 1, saison 2, épisode 1, épisode 2, où on peut revoir des interviews de Prat. Et pour quelqu'un qui vient et qui ne connaît pas du tout le monde médical, c'est une vraie manière de casser cette barrière-là. Effectivement, nos users, c'est difficile de se mettre dans leur peau, et donc on a un vrai besoin d'être très très proche du terrain, justement pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et pour finir, on travaille beaucoup sur des programmes de bêta-testeurs, notamment sur les produits qu'on lance.
Et c'est pas rare d'être dans des boucles WhatsApp avec des prates qui nous remontent soirée week-end des idées de features qu'ils voudraient avoir ou des bugs qui existent sur la plateforme. Une petite question, c'est de savoir quels sont les outils que vous utilisez pour récolter les insights et permettre les upvotes. Précisément sur quelle partie de ce qu'on… Plutôt par rapport à votre relation avec les médecins, le fait de récolter comme ça les insights. D'accord. C'est de savoir, est-ce que vous avez un outil en interne? Ouais, alors il y a une adresse email qu'on donne à nos médecins qui leur permettent de très concrètement d'écrire des emails à propos de features qu'ils voudraient avoir. Tout ça, ça crée automatiquement des tickets dans Salesforce. Et ces tickets-là sont ensuite groomés, classés pour en faire des features. Et ça, ces features-là, elles sont dans un dashboard d'un outil qu'on appelle Periscope, qui est un outil de data viz permettant de faire des requêtes SQL et de les visualiser en pie chart en l'occurrence. Ok, il y a une deuxième question, mais qui ressemble à un certain nombre d'éléments. Donc pour te donner un peu plus de réponse, Céline, elle pose la question de est-ce que les PO qui sont plus sur la delivery sont accompagnés par des PM? Tu avais dit tout à l'heure qu'en fait, il n'y avait pas de distinction entre PO et PM. Donc vous faites un peu les deux en même temps. Ouais. Et de savoir est-ce que les PO récupèrent les infos en autonomie. Ok, donc à ce moment-là, est-ce que les PM récupèrent les infos en autonomie avec les outils internes ou est-ce qu'ils participent aussi aux étapes avant? Oui, bon, finalement, puisque c'est les mêmes PO et PM sont les mêmes rôles, donc finalement, tout ce que dit Frédéric depuis tout à l'heure concerne les PM et les PO. Enfin, yes. C'est ça. Et après, ouais, juste pour finir, ce n'est pas les seuls outils qu'on utilise. On est évidemment nous-mêmes sur le terrain à parler à des praticiens, à parler à des patients. Et c'est juste des canaux complémentaires au travail et au quotidien d'un PM qui est d'être très concrètement au contact de ces utilisateurs. Un autre élément qui est assez important pour nous, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est toute la relation entre la tech et le produit. On peut pas avoir d'agilité au niveau du produit si derrière, il n'y a pas une vraie agilité au niveau tech. Et donc voilà, c'est un travail qui co-construit tech et produit. Très rapidement, voilà quelques éléments tech qu'on peut vous dire. Donc nous, on a des rollouts qui sont automatiques 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'en fait, on maîtrise pas ce qu'on met en prod, c'est automatiquement fait. Tous les tickets qui sont mergés avant telle ou telle heure sont automatiquement mis en prod. Donc ça nous force à être extrêmement agile et à être très précautionneux sur la granularité des tickets qu'on fait. Chaque mise en prod et toutes les mises en prod d'un jour sont supervisées par un duty guy. Donc, on sait que les process de mise en prod sont ultra critiques dans les entreprises. Et nous, chaque jour, on a un dev qui s'occupe de centraliser tous les bloqueurs liés à la mise en prod et de les régler. Donc, pendant un jour, il ne dev pas et il fait que s'occuper des 3 rollouts qui sont à l'ordre du jour. Bon, évidemment, la phase de QA, elle est clé. Donc, c'est les PM qui font la phase de QA. On n'a pas de QA analyst. C'est voulu. L'objectif, c'est de s'assurer que le PM est responsable de bout en bout de l'expérience qui ship. En revanche, pour l'aider, au fur et à mesure que le code augmente, on est obligé de tester automatiquement. Donc, on a, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on doit avoir 70-80%, peut-être même plus, de la code base qui est testée automatiquement. Et donc, en tant que PM, on s'occupe uniquement fonctionnellement du ticket qu'on a écrit et pas nécessairement des impacts qu'il peut y avoir sur les features des autres qui, normalement, sont censés être testés automatiquement. L'autre point qui est important, c'est on a un process de crisis. Alors, ça nous arrive de faire des erreurs. L'enjeu, c'est pas de dire du coup, on fait des erreurs et donc on fait rien. C'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que quand on fait une erreur, on la résolve la plus rapidement possible. Et donc à tout moment, si on se rend compte qu'il y a les conditions qui se réunissent pour lancer une crisis, donc typiquement il y a un hôpital, il y a quelques utilisateurs qui sont bloqués dans leur pratique, il y a un hôpital qui est bloqué, etc. Très concrètement, il y a certaines personnes qui peuvent lancer un processus de crisis. Ça envoie des textos aux personnes concernées qui se retrouvent sur Slack et qui se disent comment on fait pour… Organisationnel, vous rencontrez dans vos différentes équipes produits. On en a 3-4 et je suis assez d'accord. Moi, c'est des problématiques que j'ai assez connues, que j'ai bien connues aussi. La perte de vélocité quand tu changes les équipes produits de team, de team ou de squad.
quand tu les reshuffles, l'accountabilité des devs, le QA sans QA engineer. Toi, tu semblais dire que vous n'aviez pas de QA engineer. Ouais. Ouais, ça, c'est un point qui est assez fondateur de la culture Doctolib, c'est qu'on n'a pas voulu avoir de QA engineer, justement pour créer l'ownership à la fois au niveau du product et à la fois au niveau des techs. Et donc, tu vois, dans le processus de crisis, par exemple, à chaque fois qu'on a une crisis, on a un process qui veut que le dev qui a introduit la crise documente un post-mortem de pourquoi est-ce que cette crise est apparue, avec 5 pourquoi pour revenir à la root cause, et tout ça, c'est logué, ça donne lieu à un process supplémentaire permettant de s'assurer que cette crisis ne se reproduise pas. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? Non, mais Non, mais oui, il y avait aussi cette question de la vélocité. On en parlait au début. Ouais. Et vous aussi, vous devez changer un peu les teams doivent changer de scope, j'imagine. Est-ce que toi aussi, vous notez des pertes de vélocité quand les teams changent de scope? Ouais, il faut que les devs se remettent les mains dans la code base. Il faut que le produit se remette à jour sur la documentation sur telle ou telle feature. Effectivement, il y a quand même une phase de transition une phase de friction qui est un peu non nulle. Tout l'enjeu ensuite, c'est que dans ces transitions-là, il y a toujours des gens qui seront disponibles pour pouvoir aider la personne à monter en compétences. On essaye, c'est pas quelque chose qu'on a très très bien fait par le passé, mais on essaye de documenter tout ce qu'on fait pour que toute personne qui transitionne puisse avoir les moyens d'apprendre le plus facilement sur son nouveau domaine. Nice. Et ouais, c'est sûr qu'il y a des frictions, c'est sûr, et on essaye de les résoudre, mais c'est clair qu'il y a des frictions. Ok, cool. Bon, on va essayer d'avancer alors. Merci d'être revenu. Yes. Et donc, niveau produit, qu'est-ce que ça implique aussi? Nous, on travaille beaucoup avec des feature flags. Donc, on met en prod sans release au user. Tout est caché, ce qui permet d'avoir un tout petit peu plus de flexibilité. Donc, on a 3 rollouts, mais c'est le PM, grosso modo, qui a la main sur quand est-ce qu'on release. On fait des rollouts progressifs aussi, notamment sur tout ce qui touche à des fonctionnalités clés. On y va 1000 par 1000, 10 000 par 10 000, et on traque tout ça, on monitore tout ça pour être sûr qu'il n'y ait rien qui se casse. On travaille vraiment en sync avec Customer Care aussi. On monitore beaucoup le nombre d'appels reçus au Customer Care pour s'assurer qu'on ne crée pas de coûts supplémentaires au release d'une feature. Et on travaille vraiment main dans la main avec la tech pour s'assurer qu'on travaille systématiquement, qui sont sur des tickets qui soient le plus granulaire possible, histoire d'éviter les effets tunnels qui sont générateurs de bugs régulièrement. Et donc, on a coutume de dire que tout ticket qui prend plus de 3 jours de dev doit être splitté. Voilà, c'est une règle un peu con qu'on se donne pour être sûr qu'on garde un peu les règles d'agilité dans tout ça. Et le dernier point, c'est qu'en tant que produit, on est beaucoup aidé par des équipes externes. Dans le scale de l'organisation produit, il y a aussi comment tu scales les product managers et comment tu t'assures qu'ils ne deviennent pas des goulets d'étranglement pour leurs équipes. Et donc, on a la chance d'avoir 2 équipes qui travaillent main dans la main avec nous, qui sont Customer Engagement, on appelle une équipe qui s'appelle Customer Engagement, ou Product Marketing dans d'autres organisations, qui, eux, gèrent toute la partie création d'une caisse de résonance autour des features que nous, on vient release. Donc, ce n'est pas nous qui écrivons les newsletters, ce n'est pas nous qui écrivons les tutoriels, etc. C'est pris en main par eux. Et en gros, ils font un super travail pour in-app créer, par exemple, des campagnes WalkMe qui permettent à tout utilisateur targeté par une feature de bien prendre en main la fonctionnalité. Et souvent, dans nos features, on a un KPI commun avec Customer Engagement qui est taux d'adoption. Et eux sont concrètement co-owners de cette partie-là, s'assurer que tout le monde a bien connaissance du fait que cette feature est bien release. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est Product Knowledge. Il y a aussi toute une partie que, en tant que PM, tu dois faire. Nous, on a la chance de moins faire, qui est toute la partie communication aux stakeholders internes, aux sales, au customer care, création des FAQ. Tout ça, c'est géré par une équipe qui s'appelle Product Knowledge, dont le KPI est de s'assurer que toute l'entreprise connaisse la roadmap, connaisse comment marche parfaitement dans les moindres recoins le produit. Et donc, il communique ça aux sales, tout release en amont d'une release,
avec des process qui sont super bien cadrés. Et ils créent aussi c'est un truc assez sympa, des cours en ligne pour les sales. Donc très régulièrement, à chaque fois qu'une nouvelle feature est sortie, il y a un cours sur 360 Learning qui est créé où en gros on te pose des questions. Donc il y a une vidéo qui explique la feature et on te pose des questions sur à qui c'est destiné, comment ça marche, d'après toi si je clique sur ce bouton, qu'est-ce que ça fait, etc. Pour bien s'assurer que, en fait, oui, il y a une newsletter qui est envoyée et qu'elle est plus ou moins lue, mais que derrière, en fait, tu peux monitorer qui a passé le cours et qui comprend concrètement telle ou telle feature qui a été release. Donc ça, c'est assez génial. Une question de finir, Fabien, ouais. c'est la gestion des feature flags. Comment vous êtes outillé pour ça, et notamment quand tu actives en masse, quand tu fais de l'A/B testing et quand tu dois nettoyer derrière la gestion des feature flags? Ouais. Alors, on a tout est fait maison. Et c'est encore assez manuel. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc, les feature flags, ils sont mis dans le back-office, très concrètement. Et donc, nous, PM, on a la possibilité, en cliquant sur un switch, d'activer ou pas activer la feature ou en staging ou en prod. Et ensuite, sur toute la partie montée en charge progressive, etc., ça se fait assez manuellement par le fait de charger très concrètement des account IDs en base pour dire, eux, on va les feature flaguer, feature switcher, puis ce sera eux, etc. Donc, effectivement, en tant que product, tu dois mettre en place un doc de release process assez carré pour que les devs puissent prendre en main ça et t'assurer que tu as bien ta montée en charge progressive qui se fait. Ça se fait actuellement, ça marche pas super. Et donc, on est en train de travailler à créer un moteur permettant de donner la main uniquement au produit pour sa mise en charge progressive et éventuellement d'automatiser tout le process, quoi. Cool. Et juste pour finir, donc effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc nous, on a vraiment récemment introduit une équipe Product Ops. Jusque-là, en fait, ça se fait de manière assez organique et tout ce qu'on se faisait, c'est on marche avec tel ou tel process et on change au moment où on voit que ça marche plus trop. Et l'objectif, c'est toujours d'avoir un œil un peu dans le rétro et de se dire, est-ce que ce qu'on a mis en place, quand on était 10, ça marche toujours quand on est 50, quand on sera 100, quand on sera 150. Et c'est sur cette base-là qu'on continue toujours à itérer. Et pour ça, on a des instances en place. Donc, on a effectivement l'équipe Product Ops et on a aussi une instance cross-domaine avec des devs, des products qui systématiquement se parlent toutes les semaines pour revoir un peu les process et de s'assurer que du coup, on est toujours en ligne compte tenu de la manière dont l'entreprise a grossi. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci, Fred. Je crois qu'il y avait… Alors, il y a une question. Moi, j'aimerais bien ton avis dessus. C'est Éléonore qui nous a demandé ça tout à l'heure. C'est comment tu fais pour augmenter la comptabilité et l'ownership des développeurs? C'est un sujet qui… Enfin, moi, on m'a souvent posé cette question-là. Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Alors, nous, ça s'est fait quand même, je pense, via la création d'une culture tech extrêmement saine, forte. Et ça se ventile un peu à plein de niveaux. Je pense que déjà, au niveau des recrutements, on prend des développeurs qui sont alors, très forts techniquement, mais aussi qui ont la capacité à avoir une vision produit, qui ont la capacité à être des bons gestionnaires de projet, qui ont la capacité à aller taper à des portes et parler à des gens qui sont en dehors de l'équipe tech, s'assurer l'alignement d'un domaine à un autre. C'est quand même le premier sujet et peut-être le premier nerf de la guerre. Et ensuite, il y a une vraie culture où les ownerships sont quand même bien définis. Ça dépend des domaines, ça dépend des équipes. Mais typiquement, chez nous, chez moi, en tout cas, dans ma feature team, c'est les développeurs qui créent les tickets, qui ont un peu un rôle de PO. Ça suppose quoi? Ça suppose que product et tech sont inclus en amont des projets. Moi, c'est pas rare du tout d'avoir des devs qui sont en workshop design, qui sont avec le user, avec tous les réunions avec les stakeholders. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on est systématiquement à deux. Et pour ça, je vais faire juste une parenthèse. Chaque feature
à ce qu'on appelle un stakeholder. Donc, chaque feature a un owner produit, qui est le product manager, mais aussi un owner tech, qui n'est pas du tout l'engineering manager, et qui est un des devs de la feature team qui le développe. Et lui, son rôle, c'est de s'assurer que non seulement la feature elle est bien développée, mais aussi qu'on arrive à atteindre les KPI qu'on s'est fixés. Et donc, pour répondre un peu à la question, il y a donc effectivement des recrutements, mais il y a aussi une culture et des rôles qui sont assignés pour s'assurer que les techs, dans leur KPI de succès et dans leur progression de carrière, ils aient aussi un rôle à jouer dans la réussite produit des différentes features. Merci beaucoup, Fred. On a débordé toutes et tous. Désolé, d'habitude, on essaie d'être à l'heure. C'est de la faute de personne, ça arrive. Moi aussi, mon Mac s'est arrêté d'ailleurs. Donc, on a eu une contamination, une pandémie de Mac qui s'arrête pendant le talk. Est-ce que vous pouvez juste nous mettre une petite note de 0 à 5, s'il vous plaît, dans le chat pour qu'on sache où est-ce qu'est-ce qu'on a fait et en dehors de ces soucis techniques, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Merci beaucoup. Et puis, pour celles et ceux que ça intéresse, nous, on fait justement ce genre de talk chez Maestro pour s'inspirer de ce qui se fait de mieux au sein des startups et des scale-up, des meilleurs de la communauté et l'insuffler dans notre formation vers le product management. Donc voilà, et si ça vous intéresse vraiment d'en savoir plus sur cette formation, n'hésitez pas à nous contacter parce que la prochaine promo se remplit très vite et arrive le 25 janvier prochain. Donc voilà, et merci à toi Yazid, merci encore Fred, tu n'as que des 5, voire des 10 sur 5. Donc c'est top. Merci. Et Merci je beaucoup. souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée.